Donc, on parlait tantôt des millimètres de mercure. Comment ça fonctionne ici? En fait, c'est que on va utiliser ça avec différents appareils. Donc, j'ai un petit vidéo ici qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi le rapport entre du mercure et puis de la pression et pourquoi des millimètres. Donc, je vous mets ça ici, vous pouvez écouter. Le son, voilà. Prend comme ça une sorte de récipient. Et en fait, dans ce récipient, on vient mettre un tube à essai qu'on renverse comme ça. Et dans ce récipient, on met du mercure. Alors, on met du mercure comme ça. Bon, alors du coup, il faut normalement que mon tube à essai soit immergé. Donc, voilà comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans mon tube à essai, je me débrouille de telle manière à ce qu'en fait, il y ait du vide. Alors qu'ici, eh bien, je suis à l'air, sur Terre, donc j'ai bien un atmosphère. Donc on imagine qu'on est à Paris et au niveau de la mer. Donc là, j'ai une pression d'un atmosphère qui s'applique sur cette surface-là. Et à l'intérieur du tube à essai, eh bien, j'ai fait le vide. Donc en fait, ça c'est ce qui se passe à l'état initial. Mais en fait, une fois que je laisse ce qui doit se passer, eh bien en fait, le mercure va remonter ici. Il va remonter donc dans le tube à une certaine hauteur. Donc là, j'ai du mercure et là, j'ai du mercure partout. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la hauteur H de remontée du mercure dans le tube à essai retourné dans lequel il y a du vide. Alors l'intuition là qu'on peut avoir, c'est pas forcément évident. Parce que Bon, je vais arrêter ça ici. Donc, vite, là, ce que la dame a expliqué, c'est qu'on a ici une éprouvette, si vous voulez, un genre d'éprouvette qu'on met dans laquelle il y a du vide. Il n'y a pas d'air, là. Il n'y a rien, c'est du vide. Et on a un récipient avec du mercure. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met l'éprouvette à l'envers dans le tube, dans le récipient de mercure. Et ce qui va se passer, c'est que la pression atmosphérique va peser sur le mercure et comme c'est vide à l'intérieur, le mercure va monter dans l'éprouvette. Et la hauteur de montée du mercure va dépendre de la pression à l'extérieur. Plus la pression elle est grande à l'extérieur, plus le mercure va monter haut dans l'éprouvette et le contraire est vrai. Plus la pression elle est faible à l'extérieur, et bien moins le mercure va monter haut dans l'éprouvette. Et donc, cette hauteur de montée-là, on va la mesurer en millimètres. Si le mercure monte d'environ 760 millimètres, eh bien à ce moment-là, on sait que la pression extérieure, elle est de 1 atmosphère ou 101,3 kPa. C'est de là que vient cette égalité-là, c'est de là que vient millimètre de mercure. Donc, on va juste calculer, on va mesurer en fait de combien le mercure a monté dans l'éprouvette. Et s'il a monté de 760 mm, à ce moment-là, la pression atmosphérique, elle est de 101,3 kPa ou de 1 atmosphère. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez en discuter un petit peu plus en détail si vous faites le cours de chimie en 5e secondaire. Je pense que il y a une expérience que vous faites là-dessus. Donc, nous, on continue. Donc, les appareils pour mesurer la pression, il y en existe beaucoup, selon quel genre de pression on mesure. Donc, on a le traditionnel baromètre. Ça, peut-être que vous avez ça dans votre maison. On utilise ça, dans le fond, ça nous permet de prévoir la météo. C'est comme je vous disais, plus la pression elle est basse, plus on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nuages et de la pluie. Si la pression augmente, habituellement, c'est synonyme de beau temps. On utilise aussi ce qu'on appelle des manomètres. Donc ça, vous avez peut-être vu ça dans les garages automobiles, peut-être même que vous en avez un à la maison, vos parents en ont un. C'est pour mesurer la pression dans les pneus, entre autres, là. Ça peut faire autre chose, mais on peut aussi mesurer la pression dans les pneus avec ça. Et donc, ça nous indique si les pneus de notre véhicule doivent être gonflés ou bien si la pression elle est bonne. Et vous avez, ça c'est un anémomètre. L'anémomètre ne mesure pas nécessairement la pression directement. En fait, il va mesurer la force des vents et donc, de façon indirecte, va mesurer aussi la pression des vents.
C'est ce qui nous permet, encore une fois, au niveau de la météo, là, de déterminer si la pression, si les vents sont forts ou non, de où ils soufflent et est-ce que la pression monte ou descend. Donc ça, c'est un exemple d'appareil. Il en existe beaucoup d'autres. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des petites recherches sur Internet. Maintenant, on a dit tantôt que la pression dépendait de 2 facteurs, de la force et de la surface. On va étudier de façon séparée chacune de ces 2 variables-là. Donc, je vais commencer par un petit vidéo. On va commencer par parler en fait de la pression et de la surface. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la surface, si je diminue la surface? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la pression? Donc, je vais commencer par vous montrer un petit vidéo où vous allez voir, là, il y a un monsieur qui a gonflé des ballons en caoutchouc, et il va comprimer le ballon sur un lit de clous. Donc, pour faire un peu l'analogie, vous avez sûrement déjà entendu parler de gens qui marchent sur des lits de clous. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup sur Internet. Vous pourrez aller voir ça. Et pourquoi est-ce que ça fait pas mal quand tu marches sur un lit de clous? Mais si sans faire exprès, si tu te rentres un clou dans la main, par exemple, là, ça va faire très mal. C'est une question de surface. Donc, je vous laisse écouter le petit vidéo ici. Pressure, you think weather pressure, that kind of thing. Pressure is when 2 things come in contact with one another, and that force, exerted over that area. So, for example, if you take the nail, go ahead and hang on to the nail, and if we take the balloon, if we put the balloon on that nail right there, all of the pressure of that is pushed right there on that, and so it's no wonder that it pops. Even if you did 2 nails, here, hang on to 2 nails like that, we're distributing over 2 nails, and still we have no problem at all. So here's what teachers can kind of make, or parents can make, like they're going to go out today and just kind of make it. Here is a board that has little tiny holes in it, and what you do is, it's just a Sunday afternoon, you sit there, what else do you have to do besides drill? All right, so there you go. So now there's 100 nails that are sitting in there, and this sits here. Okay, you got it? And now, here, let's do this one. The balloon goes on top like this, all right? Okay. And now, so that your hand doesn't get hurt, now the board goes on top, kind of like this. I got the feeling of what's going to happen here, Steve. You know what's going to happen? I think that it's going to come down. It'll be perfect right there. Okay. All right, so now watch this. Take your hand and start to push down, and take a look at what happens. All of that weight and that force is being distributed over the entire thing that's there. So we have 100 nails. You can actually look inside and see them poking up inside. That's a tremendous amount of pressure. Amazing. Can you see that right inside there? You can see the balloon being pushed up literally inside of it. Any one nail would pop that. Keep going down. Keep pressing. See? Now that's a lot of see? That's a lot of pressure. That's a lot of pressure. Yeah. A lot now of pressure. I want you to get on the bed of nails. So just kind of climb up and just kind of sit here just like this. Just fine. Is that kind of a fun demonstration? An easy way for kids to be able to see how pressure is being distributed over the entire point. So we realize that somebody who's doing the bed of nails trick, you lay on 1 nail, you ruin everything. You lay on 5 nails, that's kind of a bummer. See, I would think by now it would pop. But it's just amazing for kids to see. They can really push. Is that just, and you finally have got it. Yeah. Donc, on voit dans cette expérience-là, quand il prend un seul clou et qu'il met le ballon sur le clou, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer, le ballon va éclater. Hop! Donc, il push le ballon sur le clou. Donc, le monsieur, il exerce une force sur le ballon et la surface sur laquelle cette force est exercée, c'est la pointe d'un clou. Et on voit que le ballon éclate quand même assez facilement. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre une plus grande surface. Il va mettre un paquet de clous ici ensemble et il va mettre un ballon sur la surface. On voit ici que la surface est beaucoup plus grande, là, hein, parce qu'il a dit tantôt, il y a une centaine de clous ici. Et là, il va encore appliquer une force. Et ce qu'on voit, c'est que, comme la surface est plus grande, qu'est-ce qui se passe avec le ballon? Le ballon n'éclate pas. Évidemment, éventuellement, il va finir par éclater parce qu'on pèse, la force est de plus en plus grande, mais ça prend une force beaucoup plus grande que celle qu'il avait appliquée sur le ballon tantôt avec un seul clou. J'ai aussi une autre vidéo ici de Ellen DeGeneres, qui devrait fonctionner. Et là, on va la voir, elle va se coucher sur un lit de clous. Donc, je ne sais pas combien de clous il y a au total là-dessus. Donc là, vous voyez, il fait monter les clous comme ça. C'est vraiment des clous, là. C'est des clous faits en métal. C'est pas des clous en plastique ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de clous.
Et ce qu'on va voir, elle va se coucher dessus. Ça ne sera pas long. Donc, elle se couche dessus. Là, présentement, les clous sont baissés, donc il n'y a pas de danger. Mais le monsieur va peser sur un bouton et les clous vont monter et on va voir qu'elle ne va pas se faire blesser, elle ne va pas se mettre à saigner, vous voyez. Ça ne doit pas être très confortable quand même, mais elle ne ressent pas de douleur parce que toute la force que son corps exerce sur les clous, eh bien, c'est réparti sur une plus grande surface, ce qui fait que la pression totale va être plus petite. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la pression et la surface, la pression va dépendre de la surface et ce qu'on remarque, c'est que plus la surface, elle est grande, plus la pression va être petite. Et le contraire est vrai, plus la surface, elle est petite, plus la pression va être grande. On peut voir ça aussi au niveau mathématique. Donc, on a deux situations ici. Situation 1, 40 newtons est appliqué sur une surface de 5 mètres carrés. Situation 2, j'ai la même force, 40 newtons, mais cette fois-ci, 40 newtons est appliqué sur une surface de 10 mètres carrés. Donc, j'ai doublé ma surface. La surface ici, elle était plus petite. Cette surface-ci, elle est 2 fois plus grande. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Dans quelle situation est-ce que ma pression va être plus petite et dans quelle situation ma pression va être plus grande? On peut y aller avec des calculs mathématiques. Donc, la question que je vous posais, dans laquelle de ces situations la pression sera-t-elle la plus forte? Eh bien, ça va être dans la situation numéro 1, parce que la surface, elle est plus petite, comme on vient de le voir dans les vidéos tantôt, et on peut prouver ça, comme je vous disais, avec des mathématiques. Donc, on va écrire notre formule de pression. Je vous rappelle que la formule de pression, c'est la force divisée par la surface. Donc, dans la situation 1, ma force était de 40 newtons, ma surface de 5 mètres carrés. 40 divisé par 5, ça fait une pression de 8 newtons par mètre carré ou 8 pascal. Situation numéro 2, 40 newtons divisé par 10 mètres carrés, ça me donne une pression de 4 pascal ou 4 newtons par mètre carré. On le voit bien avec les chiffres que dans la situation 2, ma pression, elle est plus petite que dans la situation 1. Et on remarque bien aussi que de la situation 1 à la situation 2, qu'est-ce que j'ai modifié? Bien, la force est restée pareille, mais j'ai doublé ma surface. Je suis passée de 5 mètres carrés à 10 mètres carrés. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la pression? Non seulement la pression a diminué, mais elle a diminué, je sais, elle a diminué de combien? Elle a diminué de moitié. Donc, en doublant la surface, j'ai diminué de moitié la pression. Donc, 5 mètres carrés à 10 mètres carrés, j'ai doublé. De 8 pascal à 4 pascal, j'ai diminué de moitié. Donc, plus la surface augmente, plus la pression appliquée sera faible, même si la force ne change pas. Ça, c'est très, très, très important. Donc, la surface augmente, la pression diminue. La surface diminue, la pression augmente. Ça porte un nom, ce genre de relation-là. On va dire que c'est une relation inversement proportionnelle. Ça, vous avez vu ça en mathématiques. Donc, la pression varie de façon inversement proportionnelle à la surface. Inversement proportionnelle, je vous rappelle, ça veut dire que quand une des variables augmente, l'autre va diminuer et vice-versa. C'est ce qu'on observe ici. Quand la pression augmente, la surface diminue. Et quand la surface augmente, bien, la pression va diminuer. Ça, c'est vrai à condition, bien sûr, que la force reste la même. Donc ça, c'est pour pression et surface. Si on faisait un graphique de la pression en fonction de la surface, ça nous donnerait un graphique qui ressemble à ça. Donc, on voit que quand la surface ou quand l'air augmente, la pression va diminuer. Et est-ce que c'est une droite qu'on observe sur le graphique? Non, c'est pas une droite, c'est plutôt une courbe. Donc, c'est pas une relation linéaire parfaite, c'est plutôt une courbe. Mais ce qui est important à retenir ici,
c'est que c'est une relation qui est inversement proportionnelle. Donc ça, c'est pour la pression et la surface. Allons-y avec la pression et la force maintenant. Donc, on suppose que la surface reste la même et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec notre pression si on modifie la force. Donc, encore une fois, j'ai deux situations. Situation numéro 1, j'ai 100 newtons qui est appliqué sur une surface de 10 mètres carrés. Situation numéro 2, j'ai 50 newtons qui est appliqué sur une surface de 10 mètres carrés aussi. Donc, vous le voyez ici, même surface, mais la force est différente. Je suis passée de 100 newtons à 50 newtons. Je vous repose la même question. Dans laquelle de ces situations la pression sera-t-elle la plus forte? Situation 1 ou situation 2? Réfléchissez-y un petit peu. Donc, la réponse, c'est dans la situation numéro 1 que la pression va être la plus forte. Pourquoi dans la situation numéro 1? Eh bien, c'est parce que c'est dans la situation numéro 1 que la force est la plus grande. On peut prouver ça, encore une fois, avec notre formule. Donc, 100 newtons divisé par 10 mètres carrés, j'obtiens une pression de 10 pascal. Situation 2, 50 newtons divisé par 10 mètres carrés, j'obtiens une pression de 5 pascal. Donc, on voit ici, dans la situation 2, j'ai 50 newtons, dans la situation 1, j'ai 100 newtons. Donc, la force a été doublée de la situation 2 à la situation 1. Qu'est-ce que j'observe au niveau de la pression? Eh bien, la pression aussi, elle a été doublée. Je suis passée de 5 à 10. Et si on y va dans l'autre sens, c'est vrai, de situation 1 à situation 2, j'ai divisé par 2 ma force. Donc, j'ai pris 100 newtons, je suis passée à 50 newtons. Qu'est-ce qui se passe avec la pression? C'est la même chose. J'ai divisé par 2 ma pression, je suis passée de 10 pascal à 5 pascal. Donc, lorsqu'on double la force, on double la pression. Quand on divise la force de moitié, eh bien, on divise la pression de moitié aussi. Est-ce que c'était la même chose que pour la relation pression et surface? Non. Dans la relation pression et surface, les deux variables, qui étaient la pression et la surface, changeaient de façon différente. C'est-à-dire que quand il y en a une qui augmentait, l'autre diminuait et vice-versa. Ici, pression et force, on voit que les deux variables varient dans le même sens. S'il y en a une qui augmente, et l'autre va augmenter aussi. Donc, plus la force est grande, plus la pression sera grande, même si la surface reste la même. Et cette relation-là, en mathématiques, on appelle ça une relation directement proportionnelle. Donc, la pression varie de façon proportionnelle à la force appliquée. Ça veut dire que les deux vont varier dans le même sens. Si on avait à dessiner un graphique, donc la pression en fonction de la force, on observe ici que plus la force augmente, plus la pression augmente et on observe que c'est une relation qui est directement proportionnelle. Ça nous fait une belle droite sur le graphique. Donc, c'est quand même un graphique qui est facile à analyser. C'est une relation de variation directe. Donc, ça, c'est le diagramme pour la force en fonction, la pression, pardon, en fonction de la force.